Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au journal. Les missions gouvernementales se multiplient dans les régions du Nord Burkina. Après le ministre de la Sécurité, c'est au tour de celui de l'administration territoriale et de la décentralisation de rencontrer le personnel administratif pour l'encourager à se remettre au travail. Les espaces de l'ancien projet Flex Faso qui ont été revendus à des particuliers sont de plus en plus convoités par les populations locales dans le Kénédougou. À Kourignon, les 500 hectares qui sont à l'abandon cherchent désespérément propriétaires. C'est fini de la campagne électorale pour la présidentielle française. Les 11 candidats attendent l'ouverture des bureaux de vote prévus demain matin à quelques heures du scrutin. Le duel est toujours aussi serré entre les principaux candidats. Mais tout d'abord, les blessés de l'insurrection populaire sont satisfaits du soutien que leur apporte le gouvernement burkinabé. Ils ont exprimé hier leur reconnaissance aux autorités au cours d'une conférence de presse animée par leur association. La prise en charge des soins médicaux de leurs membres par le gouvernement est saluée à sa juste valeur, même si quelques doléances demeurent encore à être satisfaites. Reportage Urbain Sommet, Vincent Tiendrebeogo. Face à la presse, l'ABIC-BF, l'association des blessés de l'insurrection populaire, fait le point sur la prise en charge sanitaire de ses membres par le gouvernement depuis 2014 et le soutien des bonnes volontés. D'énormes efforts ont été consentis par l'actuel gouvernement à la suite de ceux engagés par celui de la transition. En effet, le bilan révèle qu'au total, 7 de nos camarades ont été évacués, dont 3 entre 2014 et 2015. En plus des évacués, 3 de nos camarades ont été entièrement pris en charge par le chef de l'État dans les structures sanitaires privées de la place. La BIP-BF est reconnaissante envers les forces vives de la nation burkinabé qui n'ont ménagé aucun effort pour l'accompagnement de nos camarades. Reconnaissant mais pas totalement satisfait, car 37 blessés attendent toujours des soins appropriés avec le cas de 4 personnes vivant depuis avec des balles dans le corps. La BIBF a aussi abordé des questions d'actualité, notamment la réconciliation nationale, et s'est montré très critique vis-à-vis de la CODER. Nous souhaitons tous la réconciliation entre les filles et les fils de notre chère patrie, mais nous tenons à rappeler qu'elle ne sera effective qu'après la vérité et la justice. La démarche actuelle de la coalition pour la démocratie et la réconciliation CODER, pour nous, est une insulte au peuple insurgé. Franck Sia et ses camarades ont aussi dénoncé un silence de l'ex-CEFOP, celui du temps de l'insurrection qui ne se préoccupe plus de leur sort. Alors que c'est lui qui lançait les appels à manifester, se sont plaints les conférenciers. Tournée du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation dans le nord du Burkina. Première étape, Ouayouguia, où il a eu des entretiens avec les chefs de circonscription administrative et les élus locaux. Au centre des échanges, la reprise des activités administratives en veilleuse dans certaines localités après les attaques terroristes. Après Ouayouguia, direction Djibo, le ministre Siméon Savadgo a témoigné son soutien au personnel de l'administration qui avait déserté les services. Reportage Kosoun Koulibaly, Nyarkiteda. En route pour Djibo dans le Somme, le ministre Siméon Savadgo part pour remonter le moral de l'administration dans une localité où ont régné doute et psychose suite aux multiples attaques terroristes. Et le message apporté est clair, le gouvernement a pris des dispositions et les militaires ont remis les pendules à l'heure. Le maître mot reste désormais, l'administration doit exister partout dans les coins et recoins du Burkina. Si la population donc, se lève le matin, il voit le préfet. Si la population se lève le matin, il voit le haut commissaire, ils vont dire, ah, si eux ils sont là, c'est qu'encore ça peut s'arranger. Mais si vous levez le matin, vous ne voyez pas votre préfet, vous ne voyez pas le haut commissaire, bon ça c'est la débandade généralisée. Bon, mais on le comprend parfois, mais aujourd'hui, on ne comprendra plus. Voilà, c'est pour dire que c'est fini, on ne comprend plus. Donc, préfet ou haut commissaire, c'est fini, on ne comprend plus. Vous devez assurer donc la pérennité de l'État, la présence de l'État, donc pour rassurer la population. Peu avant Djibo, le ministre en charge de l'administration du territoire était à Ouayouguia. Et sur place, ici dans la cité de Nabakango, il a rassuré, le gouvernement veille au grain, les forces de défense et de sécurité sont en mouvement, plus jamais aucun terroriste ne va faire courir un chef de circonscription administrative ainsi que les populations.
Des propos qui galvanisent et rassurent selon les autorités locales. Et notre souhait est que cette sortie puisse impacter l'action administrative sur le terrain par une forte implication des autorités administratives à l'action de sécurisation, puisse impacter leur action par une collaboration avec les populations dans le cadre de la lutte contre l'insécurité et le terrorisme. On a oublié ce qui est fait. En tout cas, nous sommes chaque jour, Dieu faisant, nous sommes en tout cas à la mairie en train de travailler. On espère que tout va aller bien. Pour vaincre totalement, Siméon Savadogo rappelle aux chefs de circonscription administrative et aux présidents des collectivités la nécessité de réactiver les cadres de concertation au niveau local. Il demande aussi l'implication des chefs coutumiers, des religieux et des organisations de la société civile, car il demeure convaincu que les armes seules ne suffiront pas pour vaincre l'ennemi. À ces propos, des actions d'urgence seront initiées sur l'ensemble du territoire régional du Sahel. Un projet de registre d'état civil au profit du centre principal d'état civil de Ouagadougou a été validé hier au cours d'une rencontre organisée par le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Ces registres vont permettre à ce centre de fonctionner à plein temps, lui qui transcrit tous les actes d'état civil des Burkinabés vivant à l'étranger. Reportage Yacouba Gamene, Bouma Ernest Nebié. Les ministères intervenant dans le domaine de l'état civil veulent rendre plus opérationnel le centre principal d'état civil de Ouagadougou, un centre chargé de la transcription des actes d'état civil de tous les Burkinabés qui résident ou qui sont nés à l'étranger. D'où cet atelier pour valider un projet d'élaboration de registre au profit du dit centre. Aujourd'hui, nous nous sommes réunis pour valider des registres que nous avons créés pour pallier un vide qui existait au niveau du centre principal de Ouagadougou. Il y a eu 2 arrêtés qui consacrent ce centre comme l'unique centre dans tout le Burkina pour transcrire du moins les actes des Burkinabés nés à l'étranger. Mais jusqu'aujourd'hui, il n'y avait pas de registre. Alors que nous savons tous que l'état civil, c'est les registres. Nous avons créé donc ces registres pour combler ce vide et permettre au centre principal de Ouagadougou de mieux organiser son travail et satisfaire les ressortissants burkinabés. Au niveau du centre principal de Ouagadougou, ce burkinabé doit se présenter d'abord avec une copie. C'est-à-dire qu'auparavant, là où il est né, il doit forcément se faire transcrire. Et il a une copie. Arrivé au Burkina, on transcrit cette copie dans notre registre et on lui permet d'avoir une copie et des extraits. Un arrêté conjoint sera pris pour la mise en œuvre de ces registres du centre principal qui désigne la mairie de Ouagadougou, un centre créé en janvier 2005. Le ministre de la Sécurité, Simon Compaoré, a rendu visite ce matin aux forces de sécurité de Sahaba à l'est de Ouagadougou, de la brigade territoriale de gendarmerie au poste de police de cette commune rurale. Simon Compaoré s'est imprégné des conditions de travail des agents. À ces 2 corps, le ministre en charge de la sécurité a offert du matériel roulant et du carburant, un geste qui devrait contribuer à faciliter les patrouilles sur le terrain. Issa Kafando, Pouma Ernest Nebié. C'est par la brigade territoriale de gendarmerie de Saba que le ministre de la Sécurité, Simon Compaoré, entame sa visite. Aux agents, il adresse ses encouragements. Il les exhorte à toujours donner le meilleur d'eux-mêmes dans leur travail afin de vaincre l'insécurité dans cette partie du Burkina. Le ministre dit toucher du doigt les conditions difficiles de travail que vivent ces agents. Il promet les améliorer par le renforcement de leur matériel de travail. Séance tenante, il offre à la brigade une moto. C'est-à-dire que nous avons réussi en appui une motocyclette avec du carburant pour les patrouilles. Nous n'allons pas rester comme... D'ailleurs, on ne le faisait pas, on ne s'asseyait pas sur place. Nous allons intensifier les patrouilles. Même acte au niveau du poste de police de Saba. Une visite et un geste qui galvanise, dit le chef de poste. Cet appui va nous permettre vraiment d'accentuer encore ce que nous faisons par le passé, parce que chaque jour nous effectuons des patrouilles dans la commune de Saba. Nous essayons de couvrir la zone à toutes les heures en collaboration avec la gendarmerie de Saba. Je trouvais qu'il était bon de venir ici rapidement pour poursuivre la mission d'investigation, enfin
d'encouragement des éléments qui animent les brigades territoriales de gendarmerie et les commissariats de police. Alors, nous avons démarré ici ce matin. Je leur avais promis il y a 3 jours qu'on allait leur apporter 2 motos, une à la gendarmerie, une à la police, et avec quelques petits moyens donc, en carburant pour qu'ils puissent en tout cas mettre en œuvre les instructions qu'on leur a données, c'est-à-dire les patrouilles, et renforcer la conviction au sein des populations qu'il y a, les services de sécurité sont là pour elles et que nous allons faire ce qu'elles attendent, ces populations. Dans ces derniers jours, il est question de tueries en série de femmes dans la commune de Saba. Et instruction a été donnée par Simon Compaoré à ses forces de sécurité d'accélérer les enquêtes afin qu'on puisse mettre la main sur les auteurs de ces crimes. L'insurrection populaire est peut-être passée par là. Des centaines d'hectares de l'ancien projet Flex Faso à Kourignon dans le Kénédougou sont à l'abandon des terres fertiles pour l'agriculture que réclament les populations de la localité qui estiment avoir cédé ces espaces pour le projet Flex Faso qui par la suite ont été rétrocédés à des particuliers. Aujourd'hui, les 500 hectares sont peu exploités, un gâchis dénoncé par les populations. Reportage Drissa Traoré, Amadou Lougué à Bobo du Lasso. Le site de l'ancien projet fruitier Flex Faso, plus de 500 hectares au Kénédougou dans la commune de Kourignon. Créé dans les années 1980, le projet Flex Faso aux fermes de Guénako va subir plusieurs mutations. Il sera d'abord nationalisé sous la Révolution avant d'être privatisé quelques années plus tard en 1990. L'immense champ de Flex Faso sera alors racheté par des opérateurs économiques à la faveur de la politique d'agrobusiness encouragée à l'époque par l'État burkinabé. En 1990, à la faveur des privatisations, c'est-à-dire que le projet Flex Faso a été privatisé. C'est un opérateur économique qui a été l'acquéreur, qui va l'exploiter pendant quelques années. Et ensuite, on va nous parler de la liquidation du projet. Et c'est là encore, ce sera privatisé, ce sera liquidé, c'est un autre opérateur économique qui sera l'acquéreur à un franc symbolique. Et tout ça là, sans l'implication de la population, de la communauté en tout cas, propriétaire terrien. Sur les 500 hectares, je peux vous dire seulement que ce qui est exploité aujourd'hui ne dépasse pas 25 à 30 hectares. Je peux dire que c'est une terre récupérée, c'est devenu une terre retirée et à des fins inutiles présentement. Voici les preuves de l'échec de ce projet fruitier. Ces anciennes constructions qui faisaient office du siège du projet sont progressivement rongées par le temps. Cette villa avec sa piscine et ses nombreuses chambres à coucher est devenue méconnaissable. À l'époque, avant notre départ, moi j'ai déclenché une initiative qui était de récupérer, la commune récupérait les 500 hectares et nous inscrivions parce que les 500 hectares est réparti entre 3 villages. Le village de Kourignon, le village de Dan et le village de Sipigui. C'est de voir, de recenser les gens, qui veut combien d'hectares pour exploiter. C'est-à-dire on répartissait les champs et on se fixait un objectif, c'est-à-dire c'était de voir à la fin de chaque récolte, il fallait reverser peut-être une quantité, peut-être soit à la commune ou alors à un comité de gestion qu'on devait mettre en place. Maintenant, on reversait une quantité par hectare à la commune, soit à ce comité de gestion, pour que le champ ne soit pas resté délaissé comme ça là dans la nature. Des centaines d'hectares de terres offertes par les paysans pour l'intérêt général, mais qui restent malheureusement sous-exploitées aujourd'hui. Des voix s'élèvent de plus en plus pour crier à la spoliation. L'accaparement de toute cette étendue de terrain par un seul individu commence à provoquer des grincements de dents. Et moi qui vous parle aujourd'hui, j'ai le cœur qui saigne souvent parce que le problème c'est quoi? À quelque part, c'est comme si moi, à ma qualité de chef de village, je n'arrive pas à assumer les responsabilités que ma population m'a confiées. Aujourd'hui, nous nous rendons compte également que ces terres ne sont pas exploitées alors qu'elles appartenaient à des propriétaires. Donc notre souci est d'avoir vraiment tous les éléments d'information et de voir effectivement comment on peut faire en sorte qu'au niveau de la commune,
ces terres puissent profiter au mieux à l'ensemble de la population. Ce même projet fruitier existe également à Yendéré dans la Comoé. Même superficie et le même contexte de création. Des centaines d'hectares de terres peu exploitées par les nouveaux acquéreurs. À Yendéré, tout comme à Guénako, les populations espèrent entrer en possession de leurs terres qu'elles avaient gratuitement cédées au projet au nom de l'intérêt général. Un projet dénommé Fonds pour la promotion de la filière des petits ruminants a été lancé en octobre dernier par le Burkina. Des bailleurs de fonds, des investisseurs et acteurs de l'élevage se sont retrouvés à Ouagadougou pour définir les objectifs du projet et partager les informations sur les priorités d'investissement. Issa Kafando, Estelle, Judith Assorba. Le projet Fonds pour la promotion de la filière petits ruminants s'achemine vers sa mise en œuvre concrète. La première étape, qui a consisté à l'étude des petits ruminants, a fait ressortir les forces et faiblesses de cette filière. Ces résultats sont aujourd'hui portés à la connaissance des bailleurs de fonds, des investisseurs et le gouvernement. À partir de ces résultats, des propositions d'action sont faites. Ces propositions d'action sont focalisées sur 3 aspects qu'il faut retenir ici. Le domaine des animaux sur pied, comment développer l'exportation des animaux sur pied. Ensuite, c'est la transformation localement de la viande et exporter la viande au lieu d'exporter les animaux sur pied. Et l'autre chose, c'est de regarder finalement qu'est-ce qui fait en sorte que ça ne marche pas sur les aspects santé et sur les aspects alimentation animale. Il s'agira pour la partie gouvernementale de faire un plaidoyer pour susciter le financement de ces différents projets. Vous savez que les petits ruminants sont d'une grande importance pour notre pays, pour nos populations. Aujourd'hui, les études sont finalisées. Il s'agit maintenant de le porter à l'appréciation de nos partenaires techniques et financiers pour voir un peu comment ils peuvent nous accompagner le gouvernement à mettre effectivement en place ces projets qui ont été identifiés. Il est attendu de cette rencontre des recueils de focus d'intervention ou d'investissement des bailleurs et des orientations pour la deuxième phase du projet. Initiative de jardinage à l'école primaire, elle se déroule à une dizaine de kilomètres de Gawa à l'école primaire Djonsera Birifort. Initiée par les enseignants de l'école et soutenue par le Fonds Enfants, le jardin procure des légumes à la cantine scolaire. Les écoliers cultivent en effet à leur temps perdu de la salade, des choux, de la tomate, bref, une expérience qui mérite un gros plan signé Antim Bassolé et Dimitri Badini. Un jardin potager érigé en milieu scolaire. Nous sommes ici à l'école primaire de Djonsera Birifort, où des élèves de l'école cultivent de la salade, des choux et de bien d'autres légumes. L'initiative est venue des enseignants de l'école en vue de permettre aux enfants d'assimiler leurs cours d'activités pratiques de production et de soutenir la cantine scolaire. Nous avons démarré ces activités depuis début janvier par l'aménagement des planches. Ce qu'on a pu avoir déjà, il y a les feuilles des choux et la salade qui a été vendue. Et cette somme va servir à améliorer la cantine scolaire. L'entretien du jardin est confié aux élèves du CE1 au CM1 qui étudient les activités pratiques de production. Et dans un travail à la chaîne, ces derniers arrosent leur jardin sous la supervision de leurs encadreurs. Ce sont les plus grands, ça veut dire CE1, CE2, CM1 qui arrosent. Maintenant, les filles sont à la pompe, c'est elles qui pompent et donnent aux petits qui les accompagnent avec les arrosoirs. Quand ils arrivent, c'est les premiers qui se mettent en rang et les filles puisent l'eau pour qu'ils puissent arroser les plants. Pour les élèves de Djonsera, le jardinage à l'école est plaisant et leur permet de découvrir divers légumes. J'ai planté les salades et les choux. Quand je fais le jardin, je suis content. Ça me plaît parce que je ne connaissais pas les salades avec les choux. Mais grâce au jardin, je connais les salades avec les choux. Le directeur Bimité Kambiré affirme que loin de perturber les études, cette pratique du jardinage contribue à l'éducation de l'élève. Il y a des notions qu'on avait enseignées et que les enfants peuvent renforcer avec le jardin. Il y a même le travail en groupe qui est un facteur de socialisation au niveau des enfants. Voilà. L'école primaire Djonsera Birifort est, selon son directeur, la seule dans sa circonscription d'éducation de base à évoluer dans cette dynamique. Pour lui, encourager le jardinage en milieu scolaire pourrait contribuer à améliorer la qualité des cantines scolaires au Burkina.
Les détenus de la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou, Mako, ont reçu hier la visite de SOS Médecins Burkina Faso, une visite médicale pour détecter les maladies infectieuses dont souffrent les pensionnaires des prisons et qui peuvent les transmettre aux populations une fois leur peine purgée. Une anticipation sur la dissémination de ces maladies et qui permettent aussi d'identifier les problèmes sanitaires en milieu carcéral. Reportage sur la visite à la Mako, le reportage est signé Nongba Kouda et Yolande Lompo. Aujourd'hui est un jour pas comme les autres à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. Les détenus reçoivent la visite de l'association médicale humanitaire SOS Médecins Burkina Faso. Et pour ce mineur que nous nommerons Eric, les produits qu'apportent ces visiteurs du jour leur seront d'une grande utilité. Dans notre côté là, il y a beaucoup de malades qui sont là-bas. Si tu n'as pas de visite là, si tu es malade là, il n'y a pas quelqu'un qui va t'aider. Donc si on nous amène ici, on fait consultation là seulement et puis on nous amène. Donc on n'a pas de médicaments, c'est trop dur. Dans ce groupe de population, les besoins en santé sont très accrus. Au terme de cette action, nous allons dispenser des médicaments et réaliser des examens, mais tout cela en fonction des besoins. Ici, la plupart de ces femmes viennent en consultation pour des douleurs abdominales. Incarcérée depuis 2 ans, cette dame qui est venue se faire ausculter nous livre le fond de sa pensée. Quand ça ne va pas, ils s'occupent de nous. Mais concernant l'infirmerie, ils font ce qu'ils peuvent, qu'ils grouillent les dotés de matériel soignant. Parce que, quoi qu'on dise, tôt ou tard, nous aussi on va sortir. Donc, aidez-les à nous aider. Le détenu a droit à la santé au même titre que tout individu qui se trouve en milieu libre. Entre 1500 et 2000 détenus des maisons d'arrêt et de correction de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso seront auscultés lors de ces visites médicales. Les rideaux se sont levés jeudi soir sur le Festival international du riz et de l'humour de Ouagadougou, FIRO, pour la 10e fois. L'occasion est donnée aux humoristes de tenir en haleine le public à travers des prestations bien senties. Cette année, une dizaine d'humoristes venus de la Côte d'Ivoire, du Gabon, du Mali et bien entendu du Burkina seront sur la scène jusqu'à dimanche soir. Reportage Amado Iliboudo, Ismaël Djiloma Sirima. Du rire et encore du rire pour lancer la 10e édition du Festival international du rire et de l'humour de Ouagadougou, FIRO. Des artistes humoristes du Mali, du Gabon, de la Côte d'Ivoire et du Burkina sont à Ouagadougou pour appliquer une thérapie de rire au public. Nous tous, nous sauf. Faut m'excuser, Dieu n'a pas vous donné beaucoup de diarrhée. Ou je ne sais pas, j'ai dit quelle diarrhée. Il n'y a pas de diarrhée de l'argent ici. Aujourd'hui, ça sort de là, demain, ça sort en héros. C'est la vie. On a pu le faire. Il y a combien d'événements qui sont annoncés et qui n'ont pas pu se tenir. Moi, je suis toujours satisfaite. Satisfaite pour le public parce que les humoristes ont donné du spectacle. Cependant, l'organisation de cette édition du FIRO rencontre quelques difficultés, notamment les délestages. À la commune qui gère la maison du peuple, je pense qu'il est temps de faire climer cette salle. Franchement. Parce que j'ai eu à entendre qu'ils veulent augmenter les prix. Alors s'ils augmentent, il faut bien l'embellir. Pour son 10e anniversaire, les promoteurs de ce festival de rire offrent aux tout petits un spectacle le 23 avril prochain au Sénaza. La campagne électorale pour la présidentielle française s'est terminée hier pour les 11 candidats. Derniers instants de campagne marqués par l'attentat sur les Champs-Élysées qui, selon les observateurs, n'aura pas de répercussions sur le vote des Français. Le dernier sondage publié hier donne toujours les premiers candidats dans un mouchoir de poche. Duel serré entre Macron, Le Pen, Fillon et Mélenchon.
L'élection présidentielle 2017 est sans doute la plus imprévisible de l'histoire de la Ve République. À un peu plus d'une semaine du premier tour, le candidat d'extrême gauche et eurodéputé Jean-Luc Mélenchon pourrait bien créer la surprise. Dans les enquêtes d'opinion, celui qui incarne le mouvement La France Insoumise continue sa percée avec 20% d'intention de vote. Il dépasse François Fillon et resserre l'écart avec Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Cette percée, il la doit notamment à sa performance lors des débats télévisés, ses talents de tribun et son discours qui semble avoir convaincu. La course à l'Elysée a rarement été aussi serrée selon les derniers sondages. La présidente du FN, Marine Le Pen, et le leader du mouvement En Marche, Emmanuel Macron, sont toujours en tête avec 22% d'intention de vote. Vient ensuite Mélenchon, puis le candidat de la droite conservatrice, François Fillon, avec 19%, et enfin le socialiste Benoît Hamon, qui ne séduirait plus que 7,5% de l'électorat. Et pour le second tour, les instituts de sondage estiment que Macron devrait y figurer, mais toutes les hypothèses sont possibles. La 4e position dans les sondages est une autre claque, en tout cas pour François Fillon. Lui qui avait créé la surprise pour les primaires de la droite a eu une campagne très difficile. Mais malgré sa mise en examen pour détournement de fonds publics, ses partisans tiennent bon. Le candidat vainqueur des primaires du Rassemblement de gauche, le socialiste Benoît Hamon, est donc relégué en 5e place par les enquêtes d'opinion. Sa campagne a été minée par les trahisons en pagaille de son propre camp au profit de Macron, ancien ministre de l'économie de Hollande, et la montée de candidats clivants qui ont séduit un électorat désabusé. Mais qu'en est-il des 6 autres candidats en lice pour cette présidentielle? Nathalie Arthaud et Philippe Poutou sont à l'extrême gauche. Au centre, on retrouve Jean Lassalle. Puis il y a les souverainistes eurosceptiques Nicolas Dupont-Aignan, François Asselineau et Jacques Cheminade. Aucun d'entre eux ne devrait faire le poids face aux 5 premiers candidats. Mais l'incertitude est de mise car le nombre d'électeurs indécis n'a jamais été aussi important, aussi peu de temps avant le scrutin. Certains l'estiment à 40%, sans parler des abstentionnistes. C'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Excellent après-midi en compagnie des programmes de la RTB.